La naissance de mon enfant. Voilà le sujet que je vais traiter dans le cadre de cette capsule audio que je produis pour le mois de décembre de l'année 2022, où j'ai vu la naissance de mon enfant en personne. Et puis, bien, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que la naissance d'un enfant, c'est pas un événement qu'on va nécessairement vivre à tous les jours. Et ça fait un certain temps que j'ai pas produit de capsule audio sur ma chaîne et c'était voulu. Donc, je voulais prendre le temps de déguster l'événement dans une optique d'intégration et aller plus loin aujourd'hui dans ma compréhension de l'événement en réalisant une capsule audio. Parce que parfois, en abordant un sujet de manière verbale, eh bien, il va nous venir des idées en tête au-delà de la réflexion qu'on peut faire qui vont nous donner un éclairage particulier là, sur la nature de l'événement, donc des idées auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est la raison, entre autres, qui fait que je vais l'aborder. C'est sûr que s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à connaître la description de mon vécu en relation avec l'accompagnement que j'ai fait par rapport à ma compagne qui a accouché récemment, eh bien, vous êtes les bienvenus à écouter mon enregistrement. Le but de l'enregistrement d'aujourd'hui ne sera pas fondamentalement de parler de haute métaphysique ou de faire de la canalisation supramentale. Mais le but, c'est tout simplement, pour moi, d'aborder l'accouchement qu'a vécu ma compagne à des fins d'intégration personnelle par rapport à l'événement. Et puis, s'il y a des gens qui s'intéressent, eh bien, vous êtes les bienvenus naturellement là, pour poursuivre l'écoute de cet enregistrement. Donc, tout d'abord, j'ai à mentionner que quelques mois, en fait, quelques semaines avant la naissance de ma fille, qui a eu cours au mois de décembre de l'année 2022, eh bien, mon intérêt était de plus en plus tourné vers le domaine de la science, mais des sciences dures, à la différence des sciences qu'on va dire molles, là, comme la psychologie ou la philosophie. Mais mon intérêt était tourné vers des domaines scientifiques comme par exemple la biologie, la chimie et également la physique. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs raisons par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ma curiosité, étant donné que j'étais très imprégné au niveau psychique, au niveau psychologique aussi, par rapport à l'étude de ces sciences-là, dans les jours et les heures qui ont précédé la naissance de ma fille, ma curiosité, c'est de voir si, à quelque part, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas nous, en tant qu'égaux, qui génèrent la pensée, mais on est plutôt le réceptacle, si à quelque part, j'ai pas été programmé à faire face à la naissance de mon enfant qui, on verra bien, et c'est la raison entre autres pour laquelle je fais cette capsule audio, peut-être que je vais la réécouter dans 20 ans ou dans 30 ans, si ma fille va faire une carrière scientifique ou si elle va s'intéresser au domaine des sciences comme la physique, la chimie, biologie, astrophysique, des choses comme ça. On verra bien. Mais tout ça pour vous dire que j'étais imprégné d'un intérêt par rapport à ces sciences-là d'une manière particulière, alors qu'en général, dans les années qui ont précédé, mon intérêt était plutôt tourné vers le domaine de la philosophie, psychologie, métaphysique, l'étude de la science supramentale aussi sur le plan vibratoire. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant de regarder, de noter par écrit ou même dans le cadre d'un enregistrement audio, c'est quoi les états d'être qui nous imprègnent quelques heures ou même au moment de la naissance d'un enfant, pour voir si en lien avec le vécu par la suite de l'enfant, ça va avoir une incidence. Si les pensées qu'on a de s'intéresser à certaines choses qui nous programment dans une direction peut être une forme de préprogrammation à accompagner un individu par rapport à un secteur donné dans une optique d'un développement à caractère technique ou autre. On verra. On verra si c'est une piste ou non, mais quoi qu'il en soit, dans le cadre de ma naissance, eh bien, moi, ce que ma mère me mentionnait, c'est qu'elle s'intéressait, elle avait un désir en elle
à quelque part, elle aimait beaucoup écouter la radio, de communiquer. Donc, j'ai l'impression que ma vie est en relation avec ça. Ma programmation, là, présentement, je vous parle, je fais un enregistrement dans un format de type radiophonique. Et à quelque part, les pensées qu'ont les parents, ou même les pensées en relation avec un être en devenir, peut, à mon avis, avoir une incidence par rapport à son vécu parce que tout est interrelié. Et là, de savoir est-ce que c'est la poule qui vient avant l'œuf ou est-ce que c'est la pensée du parent qui vient avant celle de l'enfant à naître et de sa programmation. Donc, est-ce que c'est la programmation du parent ou celle de l'enfant qui a préséance l'une sur l'autre? Je ne le sais pas, mais pour moi, la réalité est systémique et systématique. Donc, on verra bien ce qui arrivera par rapport à ma fille. Mais bref, pour ce qui est de l'accompagnement à l'accouchement, qui a été quand même éprouvant, là. Parce que ma compagne, ça a duré plusieurs heures, le travail qu'elle a connu. Donc, avec des contractions de grande intensité. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est mise à trembler, à vomir, à avoir des douleurs, même à crier. Donc, ça a été un accouchement qui n'a pas été facile et qui s'est terminé par une césarienne. Donc, l'accompagner à travers tout ça, ça a été quelque chose pour moi. Donc, à l'origine, ce qui était prévu, c'est qu'elle soit déclenchée, étant donné qu'elle est âgée de 41 ans. Comme moi, en fait, il y a 12 jours qui nous séparent. Nous, on est sur le plan astrologique. Donc, pour moi, il y a un déterminisme à caractère astrologique qui s'opère. Donc, l'influence des planètes. En fait, on est influencé par différentes choses. Hein. Vous savez, il y a les marées qui sont influencées par la force gravitationnelle en relation avec la Lune. Donc, il y a différentes forces qui s'opèrent. On peut être influencé par des conditions météorologiques, on peut être influencé par la publicité, mais bref, pour moi, l'influence des planètes et des structures énergétiques qui se rapportent ont une certaine incidence. Donc, tous les deux, on est du signe du Verseau, on est des amateurs de films de science-fiction, on s'intéresse tous les deux à la futurologie. Et c'est sûr que c'est un aspect qui m'intéressait, qui piquait ma curiosité. Ça allait être quoi le signe astrologique de ma fille? Et dans son cas, elle va être du signe du Sagittaire, donc étant née au mois de décembre, et plus précisément ascendant Capricorne. Et moi, c'est sûr qu'en termes de tempérament, je suis un Verseau, mais plus saturnien. Donc, proche du signe du Capricorne, plutôt qu'uranien. Là. Les uraniens, c'est des gens qui sont des inventeurs qui vont être flyés, qui vont sortir des sentiers battus, tandis que moi, dans mon côté plus saturnien, je suis plutôt austère. J'aime la structure, j'aime l'organisation, j'aime étudier les choses calmement, en profondeur, donc procède avec un certain esprit d'analyse. Donc, ça, c'est au niveau de la programmation astrologique. C'est sûr que j'aurais peut-être le plaisir de réécouter cet enregistrement dans 5 ou 10 ans pour voir si l'enfant, au niveau de sa programmation ou en fait de sa psychologie, si ça va être en relation avec le signe du Sagittaire qui est marqué par l'intérêt habituellement par la philosophie et les voyages. Bon, ben moi, c'est sûr, je m'intéresse beaucoup à la philosophie. Et aussi l'aspect voyage ou interculturel. J'aime beaucoup écouter des documentaires. Je n'ai pas nécessairement voyagé dans différents pays sur le plan physique, mais étant ascendant Balance, le signe lié à l'aspect interculturel, j'aime par exemple écouter des vidéos sur les réalités géopolitiques de qu'est-ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Donc, être à l'affût de certaines réalités à caractère interculturel. Donc, ça, c'est la programmation astrologique bon, j'aborde la mienne. Moi, je suis un signe d'air, ascendant signe d'air. Donc, beaucoup le domaine des idées, tandis que ma fille va être... le Sagittaire, c'est un signe de feu avec une certaine intensité. Puis Capricorne, c'est un signe de terre, donc qui va pondérer ça, si on peut dire. Et puis, on verra bien comment elle va se comporter.
Donc, sagittaire, c'est seulement les gens qui ont un souci d'intégrité aussi, de justice. Et moi, dans mon côté balance, ben, c'est un intérêt pour, naturellement, la justice sociale, entre autres, qui est présent chez moi. On verra bien comment que nos programmations vont se rejoindre ou pas. Et bref, je vais revenir à l'accouchement de ma compagne. Bon, elle était prévue qu'elle soit déclenchée et qu'on lui, dans le fond, mette un ballonnet qui sert à amener une dilatation de l'utérus qui est propice à enclencher le processus de l'accouchement, parce que le bébé, il faut qu'il passe à travers l'utérus et qui doit être dilaté à 10 cm pour ensuite entamer le travail où la femme va pousser. Donc, pour favoriser ça, ben, c'est sûr que le plan de match, qu'est-ce qui était prévu? C'était qu'elle rencontre le médecin, c'était il y a quelques jours en soirée, et puis que, bon, on lui met un ballonnet, elle ne se sentait pas à l'aise qu'on lui mette le ballonnet. Donc, on a procédé, la personne qui était médecin a procédé autrement pour la stimuler, et avec ce qu'on appelle, c'est dans le fond une espèce de bandelette, là, ça va s'appeler, dans le fond, du Cervidil. Qui est un dispositif qui est placé à proximité du col utérien et qui est doté d'un long cordon de retrait qui libère dans le fond une substance qui vise par la suite le col utérien à mollir et mincir comme il l'aurait fait sous l'effet des hormones, donc pour l'amener naturellement à se préparer au travail qui est le processus de l'accouchement. Et puis, bon, avec un Cervidil, c'est pas passé grand-chose. Lors du deuxième qu'elle a eu, là, ça commençait à s'activer. Et puis, bon, moi, j'étais sur place et là, je l'accompagnais. Le deuxième, elle a eu, il était 11h45 le matin. Et par la suite, le temps passait. Ça peut prendre jusqu'à 12 heures pour faire effet. L'effet total. Et puis en fin d'après-midi, il avait des contractions puis il était monitoré. Aujourd'hui, avec la science, ça c'est un aspect intéressant par rapport à l'accouchement qu'elle a vécu. Moi, je regardais toute la tiraille technique parce que il y a un capteur qui était mis sur son ventre pour connaître le rythme cardiaque du fœtus. Il y avait un autre capteur aussi qui était mis pour, dans le fond, capter les contractions qu'elle pouvait avoir. Par la suite, naturellement, là, sa pression artérielle était prise. Donc, c'est intéressant de voir tout ça, toutes ces machines-là qui sont utilisées pour connaître la condition physique de la mère. Et puis, elle avait des contractions, elle ne les percevait pas nécessairement, là, ça s'est intensifié. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que le temps passait. Moi, j'étais là pour l'accompagner par rapport à son accouchement. Et bon, vers la fin de la soirée, il était rendu vers 9 heures. J'avais à prendre la décision, soit que je reste sur place ou je retourne me coucher. Et ça m'avait dit intérieurement, ça c'est au niveau intuitif, que le travail avec intensité allait s'enchaîner à 2 heures du matin. Donc, j'ai dit à ma compagne, ben, je vais aller me retourner, je vais m'en aller de l'hôpital pour aller me reposer un peu, mais s'il y a quoi que ce soit, téléphone-moi, puis moi, je vais venir à l'hôpital d'urgence. Donc, l'intuition que j'ai eue sans réfléchir, c'est que ça allait être vers 2 heures du matin. Et dans la journée, là, j'étais là depuis le matin, là, vers 8h30. Et c'était tranquille. Là. Avec le premier Cervidil, c'est pas passé grand-chose. C'était plutôt relax sur des contractions. On ne les percevait pas en général. En après-midi, ça commençait à les percevoir un petit peu plus. Et là, en début de soirée, un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que c'est comme... Je suis retourné chez moi, je me suis couché vers 10h30, je dormais, puis à 1h48, elle me téléphone, elle me dit là, les contractions, ça augmente, ça s'accélère de plus en plus, un laps de temps de plus en plus rapproché. Et là, comme convenu,
J'ai sorti de mon lit et puis j'ai été en auto là, à l'hôpital là, pour l'accompagner. Là, pour ce que je voulais voir, hein, c'est un moment unique dans la vie, de voir la naissance d'un enfant. Donc, il était 1h48, il était proche de 2 heures. L'intuition que j'avais eue, que ça allait s'enchaîner à 2 heures, alors que dans les heures qui ont suivi, on avait pas mal fait du surplace. Mais bon, l'intuition avait été bonne à 12 minutes d'écart. Donc, mais c'était environ 2 heures du matin et je suis arrivé à l'hôpital là, vers 2h20. Et puis là, c'était intense. Et j'ai vu ma compagne passer dans des états très grands là, de souffrance. Et là, ce que je vous dis, là, ce que je vous partage, c'est mon accouchement. Là. C'est sûr que chaque accouchement est unique. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont passer par les mêmes phases. Là. Donc, ce que je vous partage, c'est à caractère anecdotique. Mais c'est mon vécu, et pour des fins d'intégration, ben c'est ce que je parle. C'est ce que j'ai été témoin. Fait que là, elle s'est mise à crier. Habituellement, c'est une personne plutôt introvertie. Fait que c'est sûr que quand on souffre, ça enlève des inhibitions. Ensuite, son corps tremblait. Elle s'est mise à vomir. Donc, à transpirer aussi. Elle avait chaud. C'était très intense. Moi, j'étais aux premières loges. Donc, c'est sûr que j'essayais à ma façon de l'amener à être détendu. Parce que c'est sûr que si le corps se crispe par rapport aux contractions, ben, ça ne favorise pas la dilatation de l'utérus qui doit être atteinte. Donc, c'est sûr que d'une manière optimale pour la naissance d'un enfant, il faut que l'utérus soit dilaté à 10 cm. Alors qu'au moment où elle avait les contractions, il n'était pas encore dilaté. Donc, c'est sûr que moi, j'ai essayé, comme on dit, de la détendre. J'étais là, je tenais la main, j'ai même fait un petit massage et je venais amener avec moi mon lecteur MP3 avec un enregistrement d'une méditation guidée avec la musique douce et une voix à caractère hypnotique favorisant le calme et l'introspection qu'elle pouvait écouter. Donc, pour l'aider à se détendre, elle a pris des respirations aussi, mais elle avait quand même très mal, là. Et donc, comme le col de l'utérus n'était pas dilaté, était en début de travail. Et là, le temps passait, elle avait des douleurs intenses, puis elle a voulu avoir l'épidurale, donc qui est une injection par perfusion d'une substance qui vise naturellement analgésique, là, enlever la douleur. Donc, c'est dans le fond une injection qui est faite à un espace proche de la moelle épinière, au bas de la colonne vertébrale, grâce à un cathéter ou une solution qui comporte une solution anesthésique et narcotique est injectée, là. Donc, elle s'est fait injecter ça, puis la douleur, ça l'a enlevé. Puis par la suite, ben là, ça a été un enclenchement là, de plus en plus grand là, du travail. Elle s'est fait injecter aussi de l'ocytocine. Et par la suite, ce qui arrivait, c'est qu'il y a eu des mouvements où le rythme cardiaque qui était sous surveillance du bébé variait beaucoup. Donc, il y avait des ralentissements importants là, qui arrivaient par rapport au rythme cardiaque, puis à un moment donné, ça l'augmentait. Donc, il y avait des fluctuations importantes. Donc, c'est sûr que c'est normal qu'un rythme cardiaque fluctue là, par rapport à un enfant. Sauf que les mouvements de décélération qu'il y avait pouvaient varier entre 70 et 160 par rapport au nombre de battements, là. Alors qu'habituellement, ça va varier entre 120 et 160. Donc, c'est sûr que le bébé était exposé aux contractions. C'est sûr que ça peut être un élément qui crée du stress. Aussi, comme hypothèse, je discutais avec la gynécologue, je me demandais pourquoi il y avait des mouvements pareils de décélération qu'on pouvait voir là, sur une machine en temps réel à partir d'une électrode là, qui était sur le ventre de ma compagne, qui était captée. Elle me disait, ben écoute, ça peut être tout simplement que le bébé, il joue avec son cordon ombilical, puis à un moment donné, il serre un peu comme un boyau d'arrosage. Fait que
Là, à ce moment-là, si tu le serres beaucoup, ben ça crée une pression cardiaque qui varie, puis à un moment donné, il se sent plus bien, puis il lâche ça, puis là, ça redevient à la normale. Donc, ça peut être aussi banal qu'un enfant qui joue avec le cordon ombilical ou le positionnement du cordon ombilical qui fait qu'à un moment donné, il est un petit peu écrasé. Donc, ça a une incidence sur le rythme cardiaque de l'enfant, puis ensuite, il reprend sa place. Là, c'est sûr qu'on bougeait ma compagne, puis à un moment donné, la pression, dans le fond, le rythme cardiaque, devrais-je dire, revenait à la normale, tout simplement la faisant bouger un peu du ventre. Là. Fait que j'ai tout vu ça, sous surveillance. Et dans son cas, après plusieurs heures de travail, le col de l'épidural, puis les exercices de respiration et tout, étaient dilatés à 3, quelques heures plus tard à 4. Donc, le travail était long sur plusieurs heures. Là. Elle a eu... c'était... quand le travail a commencé, puis j'ai été à 1h48, quelques heures après, vers 6h, elle a eu l'épidural, puis par la suite... là, elle était dilatée à 3, perdu les os. Ensuite, vers 7h30, elle était dilatée à 4, à 7,5 par rapport à son utérus. Ensuite, 9h30, dilatée encore à 4. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gains là, rapidement. Là. Fait que le gynécologue a dit ben, on est mieux d'y aller là, pour une césarienne. Puis comme il y a des mouvements de décélérisation du rythme du fœtus qui arrivait d'une manière ponctuelle depuis plusieurs heures, parce que pendant ce temps-là, naturellement, le fœtus qui connaît des variations cardiaques importantes, un peu comme un être humain, ça crée une fatigue. Donc, le fœtus est en train de se fatiguer, puis la mère aussi, par rapport à des contractions multiples pendant plusieurs heures. Donc, là, c'est sûr qu'il a été fortement recommandé la césarienne. Et ce qui est intéressant par rapport à cet accouchement qui a eu cours dans la province du Québec, au Canada, c'est le protocole que j'ai trouvé intéressant dans le sens qu'en tant que père, on m'a offert la possibilité d'aller au bloc opératoire pour assister à la naissance de mon enfant et d'accompagner ma compagne là, pour lui prendre la main alors qu'elle allait vivre la césarienne. Donc, cette façon de faire, je la trouve très bien faite. Et c'est sûr qu'on m'a donné l'occasion d'aller au bloc opératoire et j'ai sauté sur l'occasion comme un enfant dans un plat de bonbons, dans le sens que ça piquait ma curiosité de voir comment ça allait se dérouler. Souvent, on voit des opérations dans des séries de télévision ou dans des films, et là, j'étais aux premières loges, comme on dit. Et le protocole était à caractère humain, dans le sens que la personne qui vit la césarienne puisse avoir une présence réconfortante de son conjoint qui est là pour l'accompagner, la soutenir. Je trouve ça très intéressant. Et là, par la suite, il était 9 h le matin, puis là, la décision a été prise là, qu'elle prenne la césarienne. Et ça a été à l'hôpital, on a passé en priorité dans l'ascenseur. Donc, j'ai l'impression d'être avec des pompiers ou des policiers là, qui disent aux gens là, de changer de voie ou de se tasser. Là. Parce que là, on est entré, il y avait ma compagne là, sur une civière. Et est amené on l'a sorti de la chambre, on l'a amené dans le corridor pour prendre l'ascenseur. Et là, les gens qui étaient là, on a dit sortez, les gens qui l'amenaient au bloc opératoire, c'est une urgence médicale, veuillez sortir. Puis là, l'ascenseur était réservé strictement à elle, puis là, c'était rapide. Et puis, j'étais avec eux, on m'a demandé naturellement là, de porter un costume pour aller dans le bloc opératoire en tant que tel, là, avec quelque chose pour recouvrir mes cheveux, mes souliers également, et l'ensemble du corps, là, une espèce de jaquette. Et une fois sur place, ça s'est déroulé très rapidement. Ma compagne a eu une anesthésie, c'était pas général, elle était encore présente au niveau de la tête. C'était vraiment au niveau de l'abdomen là, qu'elle était gelée là, très fortement par rapport à des substances pour connaître la césarienne. Et bon, moi j'ai pu aller sur place. Il y avait une équipe médicale autour d'elle. Là, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait une personne qui était mobilisée pour m'accompagner, pour me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? C'était là pour me décrire. Puis j'imagine aussi pour me surveiller, pour pas que je fasse de faux pas, là, parce que c'est quand même une opération où le ventre est ouvert, hein, pour pas exposer la personne inutilement à des virus ou des bactéries. Donc, il
Il y avait un drap aussi. Il y avait ma tête, ma compagne, puis il y avait un drap qui faisait en sorte que si j'étais assis vis-à-vis elle, je ne voyais pas le détail de l'opération. C'est sûr que c'est logique au cas où quelqu'un pourrait avoir un malaise vagal puis perdre connaissance parce que la personne n'est pas à l'aise avec la vue du sang ou le corps ouvert d'une autre personne. Je vous dirais qu'en général, parce que j'ai essayé dans plusieurs reprises d'écouter des documentaires avec des opérations à caractère ouvert, à cœur ouvert ou des choses comme ça, puis j'étais plus ou moins à l'aise, là. Mais dans ce cas-là, non, ça n'a pas été le cas. Et ils m'ont laissé regarder au-dessus du rideau. Et là, j'ai vu le ventre de ma compagne ouvert. Et là, le bébé sortir. Là, ça a été un événement unique pour moi. J'étais vraiment ému. J'avais la larme à l'œil. Et en même temps, je tenais ma compagne de la main pour lui donner un toucher réconfortant. Elle avait le sourire au visage. C'est sûr qu'elle était en anesthésie. Elle était sous l'influence de drogue quand même très forte, qui faisait qu'elle ne sentait pas du tout le bas de son corps, mais au niveau psychologique, elle demeurait quand même lucide. Et là, j'ai vu un bébé avec la peau blanche et violacée sortir de son ventre, qui se mettait à pleurer. Et c'est sûr que c'était impressionnant comme scène. Si j'aurais été un cinéaste qui aurait fait un film en relation avec la naissance de ma fille, ce que j'aurais fait, c'est que pour cette séquence, j'aurais fait jouer la première chanson de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Donc, s'il y a des amateurs de musique qui m'écoutent, c'est une chanson qui est assez planante. Et dans la chanson, qui est la première de cet album culte de Pink Floyd du début des années 1970, la décennie des années 70 qui a été faite à Abbey Road, le même studio qui avait enregistré plusieurs albums des Beatles. Bien, c'est un album concept où chacune des chansons s'enchaîne l'une après l'autre. À mon avis, c'est le meilleur album du groupe Pink Floyd. Au début de la première chanson, c'est dit en anglais « Breathe ». Breathe in the air. Donc, respire dans l'air. Et qu'est-ce que doit faire à nouveau-né? C'est de respirer dans l'air. Et pendant quelques instants, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Avec cette vision de ma compagne qui avait l'air très heureuse en dépit qu'elle venait de se faire ouvrir le ventre. Là, il y a un bébé qui sort. Et là, je vois le bébé qui sort, la peau blanche violacée. Et par la suite, il est déposé à un endroit où il va être sous observation par une pédiatre et d'autres spécialistes médicaux. Il y était au moins 3 personnes. Il prenait les signes vitaux, il regardait le rythme cardiaque, il regardait la respiration aussi. Par la suite, dans les heures qui ont suivi, la peau de l'enfant est devenue progressivement rosée. Et quand j'ai vu l'enfant naître, il pleurait, il y avait certains mouvements, il était quand même agité, puis je peux comprendre, hein, on passe d'un milieu à un autre milieu. Là, ça me faisait réaliser que l'enfant, il y a déjà une vie propre là, qui est là. Et ça a été une séquence particulière, intense mais rapide. Et c'est sûr que la césarienne, ça n'a pas duré longtemps, là. Je veux dire, la décision de faire une césarienne d'urgence avait été prise, dans le fond, à 9h30. À 9h45, l'enfant était né, là. Donc, en à peu près 15 minutes, là. L'anesthésie s'est faite rapide. Ensuite, l'ouverture s'est faite rapide. Puis là, je voyais l'équipe de spécialistes qui était là. Il y en a une personne qui me dit, c'est un téléphone cellulaire, c'est le temps là, de prendre des photos. Je n'avais pas pensé à amener un téléphone cellulaire avec moi. Je ne savais pas si dans le bloc opératoire, ça serait accepté ou non, mais de toute façon, ma compagne ne voulait pas nécessairement avoir ce type de photos ou de souvenirs. Mais bref, je le mentionne parce que s'il y a des gens qui pensent avoir un enfant, ça peut être possible que ce soit accepté en bloc opératoire, qu'ils peuvent prendre des photographies là, du moment là, on peut dire le point zéro de la vie d'un individu, là, dans le sens, la première, où on passe du 0 à 1 seconde sortie hors du ventre, là. Donc, voir ce moment-là particulier, là, c'est sûr que ça peut être un beau moment là, à immortaliser en photographie. Donc, c'est ça, ça s'est déroulé très vite. Puis, par la suite, je voyais tout ça, le détail, il y avait un spécialiste qui supervisait là, toute l'opération de la césarienne.
Bon, il y a une personne qui ouvrait, l'autre personne, dans le fond, utilisait vraiment une brocheuse pour, dans le fond, faire les points de suture par rapport au ventre, parce que ma compagne était ouverte, puis au niveau de la peau, ben, on mettait des broches. C'était vraiment une brocheuse, là, avec des agrafes, là, tu sais. Ben, pas une brocheuse qu'on utilise pour brocher des feuilles, là, probablement qu'elle devait être stérilisée, là, puis avec des propriétés techniques, là, très pointues. Mais bref, j'ai tout vu ça. Elle s'est fait brocher le ventre devant moi, puis par la suite, j'ai pu aller voir mon enfant qui venait de naître. Et c'est bien aujourd'hui. Des fois, on va critiquer le réseau de la santé, que bon, les gens attendent beaucoup aux urgences ici au Québec depuis plusieurs années, des problèmes de gestion. Mais pour ce qui est du rituel de l'accouchement par rapport à la césarienne, le fait que j'ai pu être là au bloc opératoire, puis par la suite, à défaut de couper le cordon ombilical comme une naissance vaginale, j'ai pu... en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent au père de couper une partie du cordon ombilical. Donc, une fois que l'enfant naît, bon, c'est eux autres même qui, en sortant le bébé du ventre, coupent le cordon, là, parce qu'il faut que ça aille quand même assez vite. Mais par la suite, ce qui arrive, c'est qu'ils gardent un morceau de cordon ombilical, peut-être 3 pouces. Puis là, je peux couper vis-à-vis, rapprocher du nombril. Donc, c'est juste couper un segment de manière symbolique, mais c'est quand même sympathique comme rituel. Là, donc, là, je pouvais couper le cordon ombilical, puis là, j'ai dit à voix haute Bienvenue sur Terre à ma fille. J'étais ému par rapport à cet événement-là particulier. Et après, bien, c'est sûr que j'ai pu aller voir là, mon enfant à pouponnière et c'est sûr que l'attireur technique aujourd'hui, dans le fond, qu'il y a pour faire l'étude d'un nouveau-né est quand même intéressant, là, dans le sens qu'il y a des électrodes pour regarder le rythme cardiaque. Ensuite, ce qui m'a surpris, c'est qu'il regardait aussi le sang, la quantité plus particulièrement de sucre dans le sang. Il prenait une petite prise de sang là, en dessous du pied. Et par la suite, avec un appareil de même type qui est utilisé pour, par exemple, évaluer le diabète. Donc, de quelqu'un où on prend une goutte de sang, on rentre ça dans un appareil, on met ça au bout d'un appareil à partir c'est ça, une petite quantité. On a le taux de glycémie, c'est la même chose pour le fœtus. Le but de ça, c'est de voir si l'enfant, son niveau de sucre, parce que c'est sûr que l'enfant qui est précédent le moment où ce qui naît dépense beaucoup en énergie, ça se peut que son taux de sucre soit bas, puis là, il faut qu'il prenne des fois des suppléments alimentaires ou quelque chose pour augmenter un peu son quantité de sucre. Donc, ça a été investigué. Donc, les différents signes vitaux, ils ont regardé les yeux, ils ont regardé l'ensemble du corps, le ventre, les pieds, la grandeur, etc. Donc, tout ça, ça a été... mon enfant est né, ma compagne était sous une anesthésie après plusieurs heures de travail. Mais ça a été, c'est sûr, un bel événement dans ma vie, là, parce que, dans le fond, par la suite, bon, l'enfant est en bonne santé, en dépit du fait qu'il y a de décélération cardiaque là, dans les derniers temps avant sa naissance. Le cœur, pour ce qui est des heures qui ont suivi, des jours qui ont suivi, il a été sous observation, puis le rythme cardiaque est correct. Ma compagne est correcte aussi là, présentement, là, suite à la césarienne. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant pendant mon séjour à l'hôpital, parce que je l'ai accompagné. Et aujourd'hui, ça se veut, il y a une dimension formatrice à la fois pour la mère et aussi pour le père, dans le sens que ça se fait d'une manière progressive. C'est-à-dire, mon enfant était sous observation la première journée à la pouponnière pour voir s'il y avait des irrégularités, là, que ce soit rythme cardiaque, respiration, donc vérifier les signes vitaux, le pouls, et ainsi de suite. Ça, je m'y attendais. Par la suite, progressivement, l'enfant a été amené à la chambre où était ma compagne. Et par la suite, bon, c'est sûr que ma compagne voulait allaiter l'enfant. Fait que là, il a été mis en place une espèce de protocole où ce qui était censé allaiter tous les 3 heures l'enfant, le nourrir au sein.
Et puis, c'est sûr que là, en tant que conjoint, je t'ai invité à passer la nuit à l'hôpital pour être exposé à l'enfant pendant une nuit complète, puis s'il pleure, puis comment que je réagis, puis le fait que régulièrement l'enfant, c'est sûr, peut se mettre à pleurer parce qu'il a faim, et ainsi de suite. Puis m'accompagner ma compagne aussi là, pour prendre l'enfant, pour changer les couches, ensuite le déplacer, ainsi de suite. Là, parce que c'est sûr que suite à la césarienne, elle a plus de difficultés à marcher. Fait que là, ça a été une expérience de préparation au rôle de père. Donc, c'est sûr, ça avait un volet éducatif aussi à travers ça. C'est sûr, j'ai eu beaucoup de renseignements là, sur l'allaitement. Puis, tu sais, je regardais ce que je vivais sur le plan humain. Donc, en tant que formation au rôle de père, puis c'est nouveau pour moi, c'est sûr. Et c'est sûr que paradoxalement, la naissance de mon enfant amène la mort à une identité que j'avais au préalable. C'est-à-dire, avant d'avoir un enfant, ben, j'étais un homme sans enfant. Et suite à la naissance de mon enfant, ma vie par la suite ne sera jamais plus pareille, dans le sens que à partir de ce moment-là, je suis père pour la vie d'un enfant, tu ne reviens pas en arrière. Quelqu'un peut acheter une maison, la personne peut la revendre par la suite, elle revient en arrière. Une personne peut s'acheter une auto, ben on peut la revendre. Puis on peut se marier avec quelqu'un, on peut se séparer, on peut se divorcer, mais une fois que la personne a un enfant, ben le rôle de père, le fait d'avoir l'enfant, c'est un rôle, de ma perspective, à vie. Là. C'est pas jusqu'à l'âge de la majorité ici au Québec de 18 ans, mais c'est toute la vie. Donc, c'est un changement de cap, c'est un tournant existentiel, la façon que je vois ça. Et puis, dans mon séjour à l'hôpital, ben, il s'est passé différentes choses. À un moment donné, il y avait une infirmière qui pose la question à ma compagne, quel va être le nom de votre enfant? Et elle donne le nom, puis simultanément, au même moment, il y a une autre infirmière qui rentre dans la chambre et dit « Ah, c'est exactement mon nom. » Le nom qu'on a choisi pour notre enfant est exactement le nom de l'infirmière qui est rentrée au même moment, alors qu'une autre posait la question quel était le nom de mon enfant. Donc, des fois, il y a des synchronicités particulières qui arrivent. Et pendant que j'étais avec ma compagne à l'hôpital, parce qu'elle a été quand même hospitalisée là, pendant plusieurs jours, eh bien, à un moment donné, je pense à téléphoner ma mère à une heure inhabituelle pour moi. Au même moment, elle me téléphone. Donc, en fait, j'étais sur le point de composer son numéro, puis là, je recevais l'appel. Donc, ça, c'est un autre événement qui a eu cours, qui me laisse entrevoir qu'il existe bel et bien une synchronicité, mais on ne la choisit pas, puis on ne la contrôle pas. Au fait du temps, je réalise qu'il y a eu plusieurs événements, que ce soit penser à quelqu'un, la personne nous appelle, ou différents niveaux se sont déroulés, comme le fait que le travail s'est intensifié, ça m'avait dit ça intérieurement. Il était 9 h le soir, je suis retourné pareil, me coucher, puis finalement, ma compagne, vers 2 h du matin, m'avait recontacté. Puis j'avais eu cette intuition-là. Des fois, j'ai eu d'autres intuitions, mais ce qui arrive, c'est que malheureusement, ma façon de parler, c'est souvent des intuitions que j'ai à des moments que je ne choisis pas. Et c'est en dehors de mon contrôle, de mon ego. Des fois, je suis dans des états de transe légers, puis je reçois de l'information. Je ne suis pas dans un état d'analyse intellectuelle. Et l'information m'arrive avec facilité. Puis des fois, je veux avoir une information, puis je ne l'ai pas. Fait que à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que je ne donnerai pas des formations là, sur dire aux gens, vous allez utiliser telle technique, puis vous allez avoir accès à telle information, vous allez devenir multimillionnaire, vous allez pouvoir faire une voyance totale pour votre santé. Non, ça ne marche pas comme ça nécessairement, bien que la personne peut utiliser sa volonté dans l'optique de s'avantager naturellement à travers, entre autres, le phénomène de la bénédiction. Mais il y a des réalités qui font en sorte que le vouloir de l'ego peut être limité, là.
Mais par rapport à toute cette expérience-là, parce que là, présentement, j'apprends à cohabiter avec ma fille, puis ma compagne en même temps dans notre rapport de famille. C'est sûr, c'est différent. Ma vie a pris un autre tournant. Puis là, je regarde là, comment que ma fille se comporte quand elle est allaitée, le changement de couche. C'est des réalités qui me changent de l'étude de la philosophie que j'ai faite dans le passé, là, ou de la métaphysique, ou des considérations plus abstraites. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir un enfant dans ma vie à présent m'amène à être plus enraciné dans la matière, avec le concret. Donc, probablement que ça va m'amener à développer un sens pratique grandissant. Et puis, pour ce qui est de mon expérience du réseau hospitalier sur plusieurs jours que j'ai côtoyé, ben, en général, le personnel, que ce soit des infirmières, des médecins aussi, je les ai trouvés professionnels, sympathiques, dévoués. Donc, en général, c'est surtout des femmes en passant, là, dans le domaine de la santé, là, la plupart des gens que j'ai côtoyés sur plusieurs journées, c'est un milieu qui est très féminin. C'est ce que je peux dire là, en personne. Et c'est sûr que j'ai choisi d'attendre un certain nombre de jours pour vous partager cet événement et en faire une capsule audio pour, dans le fond, me donner la chance de l'intégrer à mon rythme. Je suis quelqu'un qui aime vivre dans un état de calme et être méditatif, et voire même contemplatif. Donc, pourquoi se stresser à faire un enregistrement alors qu'on peut prendre son temps? D'ailleurs, le stress cumulatif vécu pendant trop longtemps, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être néfaste pour la santé, comme le disent plusieurs à l'heure actuelle là, spécialistes du domaine, au même titre que la consommation en trop grande quantité d'alcool, cigarettes, manque d'activité physique. Donc, le stress, c'est un facteur qui peut être délétère là, pour plusieurs personnes. Donc, pourquoi stresser? Donc, c'est sûr que présentement, puis au moment où j'ai eu l'enfant, où j'accompagnais ma compagne, il m'arrivait d'écouter des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau, parce que sa philosophie du jovialisme, à mon avis, c'est une philosophie anti-stress qui fait l'éloge de l'oisiveté créatrice. Donc, vivre à son rythme. Et c'est sûr que lui, comme symbole, à la différence du christianisme qui avait la croix, qui est une potence, donc un endroit où des gens étaient tués, hein? Je veux dire, il y a des gens qui étaient crucifiés sur la croix, donc étaient amenés à la mort devant public qui regardait cela. Tandis que le symbole du jovialisme, c'est le hamac, qui est le signe de l'esprit des vacances. Et c'est sûr que la façon que je vis ma vie, puis ma compagne aussi, c'est dans un esprit contemplatif. Donc, ma compagne est une personne aussi qui fait de la basse pression, donc elle est souvent plutôt calme. Et moi, je me sens relax en sa présence. Et là, on vise à élever notre enfant dans l'esprit du calme, donc le bonheur paisible. Donc, se nourrir du vide créatif, ce que certains appellent le vide plein. Donc, là, c'est sûr, c'est plus calme pour nous autres. Hein. La césarienne est passée. Elle est en période de repos, de régénération. Et puis, c'est sûr que par rapport à ma vie, ça a pris un tournant. Puis là, c'est sûr que, un petit peu comme une photographie qu'on fait hein, dans une existence de certains événements, ben, l'enregistrement aujourd'hui, c'était pour moi l'expression d'extérioriser un vécu. Puis par la suite, ben, je peux réécouter, ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans, un enregistrement. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent qui peuvent faire de même aussi. Donc, ce qui a marqué en fait mon esprit au moment, comme je disais tantôt, de la conception de l'enfant, c'était l'étude de la science. Et quand que j'ai vu
le moment où est né mon enfant, bon, ben, j'ai pu connaître son signe astrologique, dans son cas, Sagittaire, ascendant, Capricorne, à partir de l'heure, de la date et du lieu de naissance. Et la particularité du Capricorne, ben, c'est des études scientifiques détaillées. C'est un profil qui est propice par rapport à ça. Donc, faire des études de longue haleine. Et au moment où j'attendais la naissance de mon enfant, ben, j'écoutais, dans le fond, le documentaire Our Universe en anglais. En français, Notre Univers sur Netflix. C'est sorti récemment. Les images sont d'une grande beauté, avec des beaux textes narratifs sur l'origine de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années. L'origine du Soleil, 4,5 milliards d'années. L'origine de la Terre, de la vie qui s'y trouve. Et j'étais dans des études techniques. Et là, j'ai regardé il y a quelques instants, avant de faire cet enregistrement, la carte du ciel par rapport à ma fille. Et là, je voyais que c'était quelque chose qui allait dans ce sens-là. Mais on verra bien ce qui arrivera plus tard. Donc, dossier à suivre. Sinon, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.